zondagnamiddag of vooravond in plaats van de gebruikelijke avonden tijdens de werkweek. Er is evenwel een goede reden om deze lezing vanavond te laten plaatsvinden op dit moment, dus op zondag vooravond, aangezien het vandaag de finissage is van de tentoonstelling die de resultaten brengt van de European Union Prize for Contemporary Architecture, de Mies van der Rohe Award. En dat de spreker die we vanavond hebben uitgenodigd deel uitmaakt van de equipe die dit jaar de prijs voor de Emerging Architect heeft gewonnen. Het is voor het eerst in het 30-jarig bestaan van deze prijs dat een Belgisch team niet alleen genomineerd raakt voor de prijs, maar ook effectief een van de prijzen in de wacht sleept. Dus echt wel, ik wil even benadrukken, zeer uitzonderlijk. En we mogen daar ook wel best trots op zijn. Ce soir, j'ai le grand plaisir de vous présenter Benoît Moritz, qui a fondé en 2003, avec ses associés Jean-Marc et Alain Simon, l'agence MSA, Moritz Simon Architecture. Benoît Moritz a étudié l'architecture à l'Institut supérieur d'architecture La Cambre et il a obtenu son diplôme en 1995 et puis l'urbanisme à l'UPSC Barcelone, diplômé en 1996. Cet intérêt pour l'urbanisme se traduit dans l'éventail d'échelles auxquelles l'agence MSA s'intéresse, de l'abribus jusqu'au plan, un master plan de plus de 35 hectares, de l'abribus jusqu'à la ville entière. Leur pratique témoigne d'un double engagement. D'une part, un engagement dans le local, le contexte dans lequel ils vivent et travaillent, la ville de Bruxelles ou les villes provinciales autour de la capitale belge. Leur portefeuille parle de cet engagement. Rarement, ils cherchent des commandes à l'étranger. Et rarement, ils s'associent aussi avec des stars internationaux pour obtenir des marchés locaux. D'autre part, ils s'engagent avec le réel. Les architectes MSA n'écrivent pas de manifeste. Ils ne veulent pas faire une architecture de papier ou une architecture théorique, même si des fois certains projets, surtout les projets de masterplan, restent des problèmes, pas des problèmes, mais des projets de papier en quelque sorte. Ils ont une attitude profondément pragmatique qui témoigne de leur volonté de réellement changer la ville dans laquelle ils vivent et travaillent. Des fois, ceci passe par un jeu de médiation avec les différents acteurs du monde politique, du monde professionnel et du monde citoyen. Mais un jeu de médiation, en quelque sorte, pour trouver des consensus qui ne se résument pas à des compromis. Des fois, ils élaborent des propositions à différentes échelles qui ont toute cette capacité de transformer l'environnement urbain dans lequel ils s'insèrent. Un des exemples récents est évidemment l'immeuble Naves, près du canal, et du pont Van-Praat à Schaerbeek, un projet élaboré en association avec V+, qui a remporté ce fameux Emerging Architect Award le EU Mies Award de 2017. Je pourrais continuer à parler de la carrière et des projets de Benoît Moritz, de Jean-Marc et Alain Simon, mais je préfère, et aussi de leur enseignement à la Cambre et leur engagement dans des associations culturelles telles que le CEO d'éditeur de la revue A+, etc., qui co-organise par ailleurs aussi les conférences à Beaux-Arts. Mais je préfère donner directement la parole à Benoît Moritz pour nous parler de leur pratique, de faire cette promenade, j'espère, à travers la ville de Bruxelles, l'environnement urbain de Bruxelles, contexte de nombreux de leurs projets. Merci.
Bonsoir à toutes et à tous. Je penserais qu'on serait à 3, avec Iwan, ma copine et moi. Donc je suis ravi de voir que la salle est bien remplie et que le travail qu'on réalise au bureau MSA intéresse un certain nombre de personnes. Donc je vais donner la conférence, moi, Benoît Moritz, je suis le M de MSA. Il y a bien sûr les deux S, Alain et Jean-Marc Simon, qui sont mes associés dans le bureau ou dans l'agence depuis près d'une quinzaine d'années. Donc on a en fait des projets qui se développent en dehors de Bruxelles, on a des projets en Wallonie, on fait des projets également en France, mais on a une pratique qui est effectivement profondément bruxelloise. Et donc voilà, je vais vous engager ce soir dans une promenade dans le paysage urbain bruxellois en vous montrant un petit peu la variété des projets qu'on a réalisés, qu'ils soient concrétisés ou non, mais qui permettent d'illustrer notre pratique d'architecte, puisque nous sommes d'abord et avant tout architectes. Donc ce qui caractérise notre pratique, c'est cette pratique bruxelloise. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On a une pratique qui est très locale, qui est très fortement marquée et empreinte de la question du contexte social, mais également contexte urbanistique. On a une pratique qui n'est certainement pas générique. On a une pratique qui essaie de toujours comprendre dans quel site on travaille. On travaille dans une ville qui, jusqu'il y a peu, ne voulait pas parler d'architecture. Et donc, on a développé une pratique un peu à contre-courant pendant une dizaine d'années, depuis 2003, moment où on a fondé notre agence. Et donc, pour faire de l'architecture, on a dû développer, et Iwan en a déjà parlé, une sorte d'art de la négociation. Donc, parfois, quand on se présente comme architecte, on explique. Et c'est ce qui est aussi maintenant fortement apprécié dans d'autres villes, y compris à l'étranger, qu'on est peut-être architecte, mais qu'on est aussi quelque part diplomate, parce qu'il faut arriver à fabriquer un consensus, qui ne soit pas un consensus vers le bas, mais qui permette de construire un consensus qui soit un consensus positif par rapport à l'art de réaliser un projet. Et puis on est bruxellois dans le sens où on travaille dans une ville dans laquelle près de 50% de la population n'est pas d'origine bruxelloise, c'est-à-dire une ville qui n'est pas du tout homogène, une ville très hétérogène, une ville très hybride. Et je dirais que cette qualité d'hybridité, elle fabrique un petit peu le contenu de notre pensée, de notre réflexion au quotidien. Alors, on a également une pratique qui est une pratique engagée, et ça peut paraître un petit peu curieux de le dire aujourd'hui ou à cette époque, mais donc on a effectivement reçu un enseignement dans l'école d'architecture de la Cambre qui nous a appris que l'architecture est également une pratique qui nécessitait un engagement social, un engagement qui pouvait, au-delà de la réalisation d'un projet, de la question de l'esthétique, de la question de la fabrication du projet, relever d'améliorer ou du fait d'améliorer des conditions de vie d'habitants dans des quartiers. Et donc la pratique de cet engagement social, elle se traduit dans des projets qui sont principalement des projets publics, des projets d'espace public dans lesquels on essaye de construire des espaces qui soient inclusifs et non exclusifs, qui travaillent sur la question du maillage des espaces publics, donc le fait de faire du lien. Et puis on a également un engagement, je vous le montrerai, assez fort en ce moment sur la question du logement, qui est une question assez essentielle vu la demande en logement à Bruxelles, mais je dirais en Belgique en général, et qui est une question qui suscite énormément, je dirais, d'opposition de la part des riverains, de nimbisme, etc. Faire du logement devient aujourd'hui une pratique extrêmement compliquée. Et puis on a également une pratique transcalaire, et ça je vais le montrer à travers les projets que je présenterai ce soir. Une pratique à toutes les échelles qui illustre en fait le fait qu'on a essayé d'inventer notre métier. On nous a enseigné l'architecture de manière très classique. L'architecte est quelqu'un qui construit un bâtiment. C'est l'enseignement assez classique qu'on a reçu pendant nos études d'architecture, mais on a essayé d'aller au-delà. Je pense aussi parce qu'il n'y avait pas d'intérêt pour l'architecture, donc on a essayé de voir là où on pouvait trouver ou avoir une place, en travaillant sur des questions d'espace public, de bâtiments, de mobilier urbain, d'infrastructures, avec Laurent Ney que j'ai vu dans la salle. Et donc on a une pratique de l'architecture qui va au-delà de la question de la construction. Et donc suivant les projets, nous sommes concepteurs, programmateurs, coordinateurs, urbanistes.
Et donc on a vraiment une pratique qui est transcalaire et la fonction qu'on développe ou la fonction qu'on prend, elle varie en fonction du type de projet qu'on aborde. Alors avant de commencer la conférence, je voulais également vous parler de cet ouvrage. C'est un conseil de lecture à la limite, qui est un ouvrage qui est sorti l'année passée, La Grande Arche, qui est un ouvrage dans lequel qui part de l'hypothèse ou qui part de l'idée d'une sorte de légende urbaine, qui dit que à chaque fois qu'on construit un monument, il faut qu'il y ait un être qui soit sacrifié. Dans le cas de la Grande Arche, c'est l'architecte qui est le personnage qui a été sacrifié, donc Otto von Spreckelsen, l'architecte de la Grande Arche, mais il est mort tellement le chantier lui pesait. Et peut-être d'une certaine manière, j'en parle pour dire que nous, au bout de 15 années de pratique de l'architecture à Bruxelles, on est toujours vivant, et on est toujours là et on va continuer cet engagement. L'intitulé de la conférence, Everything Urbanism, je tourne un peu en arrière, qui est probablement la casquette qu'on a ou l'idée qu'on a de MSA. MSA, c'est un bureau d'urbanisme. C'est vrai, et peut-être que pour illustrer ça, je vais vous montrer les projets, mais je voudrais aussi vous dire ce qu'on entend par ce qu'on fait en fait à travers de l'urbanisme dans les projets. Puisqu'on fait des projets d'architecture, on fait également des projets d'espace public, et que tous ces projets-là, au-delà de la question du projet d'urbanisme, on les considère comme des projets d'urbanisme ou des pratiques de l'urbanisme en tant que tels. Alors peut-être pour expliquer ce travail de l'urbanisme, je vais prendre trois auteurs, ou trois personnes qui nous intéressent, ou dont les écrits théoriques nous ont intéressés, qui permettent un peu de dire ou de nous aider à comprendre ce que l'on fait. Puisque quand on prépare une conférence, c'est un moment assez particulier où finalement l'introspection, on va voir un peu dans les archives du bureau qu'est-ce qu'on a fait et quel sens donner à ça. Alors peut-être une première interprétation de cette pratique de l'urbanisme qui m'a été soufflée dernièrement par Carlo Menon, qui est une interprétation qui me semble intéressante, qui est une citation en fait de Tafuri, un théoricien italien, qui dit que le projet d'urbanisme sert à introduire l'idée d'un projet plutôt qu'à le réaliser. Et bien souvent, nous, dans des projets qu'on fait, effectivement, on se pose cette question, mais quand on travaille sur ces grands sites, ces grands territoires, et on sait déjà à l'avance que les choses ne se réaliseront pas telles quelles, telles qu'on les a dessinées, on se pose un petit peu la question du sens de ce qu'on fait, et du coup, cette idée d'introduction à un projet me paraît une introduction assez pertinente. Deuxième élément, je dirais, d'approche de ce que c'est l'urbanisme, on a organisé, il y a 2 semaines, à la faculté d'architecture, une conférence avec Kees Christians, urbaniste hollandais, et qui a mentionné que le fait du projet d'urbanisme, bien souvent, il permettait de donner un cadre qualitatif à la fabrication d'un laideur. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui souvent nous arrive. On définit un projet, puis effectivement, quand on regarde les réalisations, où souvent on est interpellé, mais qu'est-ce qui est arrivé avec votre projet ? À travers des valeurs qui sont des valeurs d'espace public, de paysage, de territoire, on essaye quand même d'introduire de la qualité, tout en sachant qu'on ne maîtrise pas effectivement ce qui se passe au-delà de notre intervention. Et puis, troisième élément, et donc ça, les étudiants qui sont là de la faculté d'architecture savent que cet architecte nous intéresse, c'est Solá Morales, l'espagnol, qui disait que tout projet d'urbanisme se réalisait à toutes les échelles, de l'acupuncture urbaine au grand projet d'urbanisme, et il est clair que nous rentrons dans cette filiation. Alors, un parcours bruxellois, je vais entamer ce parcours par le territoire dans lequel on a commencé nos pratiques ou nos projets, dans lequel on a fait nos armes, dans lequel on a développé en fait notre savoir-faire, un savoir-faire qui s'apprend sur le terrain. C'est le territoire du Canal, qui est un territoire dans lequel, depuis 2012-2013, il y a un cadre de développement. Mais nous avons commencé notre pratique au début des années 2000. Et donc je dirais qu'entre ce premier schéma directeur Canal de 1989 et le schéma directeur, le plan Canal de Chemetov de 2013, il s'est passé approximativement une vingtaine d'années, durant lesquelles les outils qui existent aujourd'hui de mise en œuvre, de suivi des projets, de coordination, plan Canal, Baumeister, etc. n'existaient pas. Et donc on a, quelque part, par rapport à l'émergence et la création du bureau, profité de ce vide, d'une certaine manière, pour nous fabriquer notre propre métier.
travers différentes pratiques, différents sujets. Et vous voyez ici sur cette carte, en gros, les localisations de différents projets urbains à Bruxelles, différents projets architecturaux. Le centre-ville est là, le Palais des Beaux-Arts quelque part ici, le canal se développe du nord au sud. Et donc il est relativement clair que le territoire du canal, qui est un territoire en situation post-industrielle, est un territoire dans lequel on a pu agir, où on a été amené à agir de manière conséquente depuis depuis que le bureau existe, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Alors on a agi dans ce territoire de différentes façons, et ayant en tête les trois manières d'agir, enfin de penser l'urbanisme, celle d'impulser un projet, celle de définir un cadre pour le lait, et puis celle d'intervenir de manière ponctuelle. Et donc on a agi en fait dans ces territoires de différentes manières, et souvent par ce que je pourrais qualifier d'une sorte d'urbanisme un peu invisible, un urbanisme qu'on oublie, parce que avec le temps aussi, on s'est aussi rendu compte que comme il n'y avait pas réellement de tradition du projet d'urbanisme, que la figure d'urbaniste à Bruxelles était une figure quand même relativement neuve, au sens où nous la concevions, c'est-à-dire un travail sur des questions de forme urbaine, de spatialité, etc. Souvent le travail de l'urbaniste était oublié, et donc on oublie complètement qui est celui qui conçoit le plan avant que le projet d'architecture ou le projet d'aménagement d'espace public puisse se faire. Donc simplement, en guise d'introduction, et la pratique de MSA a commencé par là, les contrats de quartier. On a travaillé sur des contrats de quartier, donc des outils de rénovation urbaine, dans le cœur de Molenbeek, un Molenbeek qui était beaucoup plus dur que ce qu'il est aujourd'hui encore, avec aussi un engagement, et donc là je répète aussi l'idée de l'engagement social du bureau, avec cette idée qu'intervenir dans ces quartiers, c'est pas simplement faire des bâtiments qui soient intéressants, mais c'est faire muter des quartiers d'une condition pré-industrielle à une condition post, avec un travail sur les équipements, sur le logement. Mais c'est aussi à un moment donné donner des opportunités pour des architectes d'intervenir. Et donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on a réalisé, mais on a travaillé avec d'autres architectes, entre autres Lescaut, Olivier Bastin, sur le contrat de quartier maritime et puis le contrat de quartier Escaumeuse, qui a permis la réalisation de ce projet, de ce magnifique projet de B Architecten au bout de la ligne 28, au bout de l'avenue Jean Dubruck. Donc je mets un petit peu pour mémoire, parce qu'on a un peu du mal à se souvenir de comment était Bruxelles il y a une quinzaine d'années. À gauche, la situation qui préexistait en 2004, on est intervenu un petit peu plus tard, et la situation qui est celle d'aujourd'hui. Et donc on voit, à travers un travail de programmation qu'on a réalisé sur ce contrat de quartier, finalement, comment tout un territoire qui se trouve à l'arrière du site de Tour et Taxi s'est progressivement muté. Un territoire qui était, disons, plus ou moins à l'abandon, des pratiques... il y avait ici un garagiste, ici un type qui vendait des outils de voile, si je me souviens bien, et puis après, on ne sait plus très bien ce qui se passait. Et vous voyez la situation aujourd'hui avec l'intervention de B Architecten qui se trouve ici, et le petit jardin qui s'est fait dans une première phase. Un autre territoire sur lequel on est intervenu en amont, et qui est reconnu aujourd'hui pour la qualité de son aménagement d'espace public, c'est la place communale de Molenbeek, donc un projet qui a été mené par le bureau Practice, où là, on est aujourd'hui sur un espace qui est le premier espace public partagé, mais qui était, et on le voit en fait sur ces photos, c'est assez intéressant de voir toujours ces avant-après. Les collaborateurs au bureau étaient un petit peu choqués même de voir ces images. On était sur un espace public peu aménagé, rempli par la voiture. Vous voyez qu'il y avait des voitures un tout petit peu partout, à travers un travail de programmation dans un contrat de quartier, puis un travail de précision des conditions de transformation d'un état de place parking à un état de place partagé. On a réussi à ce que les architectes de Practice, à l'issue d'un concours, puissent réaliser cet aménagement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce projet-ci, mais c'est à chaque fois la même circonstance. Donc on est dans un paysage du quotidien, aujourd'hui à Molenbeek. Et quand on le regarde, la situation avant qu'on intervienne, on est à l'angle chaussée de Gand, rue Comte de Flandre. Il y avait en fait un petit bâtiment industriel à côté d'un immeuble qui vendait des meubles, un commerce qui vendait des meubles, et qui s'est transformé dans cette configuration-ci, avec l'ouverture vers le parc de la Sénète. Dernière illustration de cette transformation, rue Le Lorrain, le projet d'MDW, un projet qui rentre dans le cadre du contrat de quartier maritime. Et donc là,
C'est un projet à nouveau parmi d'autres. Il y a entre autres le centre communautaire maritime qui a été fait dans le cadre du contrat de quartier. Mais donc là, on avait identifié ce terrain, ce bâtiment qui était occupé par un ferrailleur, Brumétal, comme étant vraiment un lieu stratégique d'intervention de projet, vu les nuisances que son activité générait, mais aussi vu les problèmes de pollution de sol qui étaient liés à ce site. Et donc la situation après réalisation du contrat de quartier, vous voyez ici le projet tel qu'il s'est réalisé. Et donc voilà, c'est un peu des acupunctures de cet urbanisme un peu invisible qu'on pratique, qu'on a pratiqué, qu'on pratique toujours. Saut d'échelle, et on est toujours sur le territoire du canal, donc là je vais vous promener un tout petit peu voilà, à travers différentes interventions, un peu pour vous montrer aussi comment Bruxelles a changé et a évolué. On a intervenu pour la région de Bruxelles-Capitale en 2006-2007 sur le territoire de Tour et Taxis, 45 hectares en partie de friche. Donc, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, c'est un site assez compliqué, mais divisé entre un promoteur privé et les activités du port de Bruxelles. Et donc, à travers ce projet qu'on a mené en 2006-2007, bien, alors qu'on avait plutôt travaillé dans les quartiers autour du site, on a réalisé un saut d'échelle en termes de pratique du projet d'urbanisme. Et donc, ce projet, il est assez représentatif de ce saut d'échelle, du plus petit au plus grand, je dirais, mais aussi d'un travail sur la durée, puisqu'on a travaillé en 2007 sur ce site, mais on a encore été appelé par le bourgmestre bruxellois à accompagner une démarche sur la zone M en 2015. Donc on a réellement pu marquer quelque part des aspects de conception, le développement de ce site, et je pense que c'est probablement le site qui illustre le mieux cette fonction de négociation d'un projet qu'un master plan peut avoir. Et également cette idée de Tafouri que finalement un master plan, c'est pas le projet à réaliser, mais c'est plutôt ce qui va introduire les idées du projet. Et donc, Tour et Taxis, c'est un ancien site ferroviaire. Donc là, les 45 hectares, on est venu assez rapidement en opposition avec l'idée du promoteur, si vous voulez, l'idée du propriétaire du site, qui voulait en fait, en réalité initialement, entièrement bourrer le site de construction, ne considérant pas, je dirais quelque part, pas la valeur patrimoniale des bâtiments, et en même temps en ayant une idée, disons, relativement, peu contextualisée finalement du développement possible de ce site. Et donc nous, on est venu avec des images un peu de ce type-ci, avec une inversion du regard, je pense, qui a été toujours relativement importante pour comprendre pourquoi il faut faire un parc et pourquoi il est important qu'il se prolonge vers le site de Tour et Taxis. Donc en proposant non pas de partir d'une logique de construction, mais plutôt une logique de paysage, qui a consisté à installer un parc, alors qui ne s'est pas réalisé tel quel, mais l'idée du parc, elle, est toujours restée, qui puisse en fait rejoindre le canal jusqu'à la ligne 28 qui se trouve ici derrière, et à partir de la ligne 28, développer un élément de maillage piéton le long du chemin de fer entre Boxtal et la station de métro Belgica. Donc il nous semblait important, en fait, et on le voit dans ces images, d'apporter une conscience, ou de créer une conscience autour de cet intérêt des espaces verts, non pas pour la question du paysage, mais pour la question de la qualité de l'habitat autour du site. Et donc, à nouveau, l'engagement social qu'on a été de dire, oui, il faut bien sûr urbaniser le site, parce que le site doit être développé, il appartient à un promoteur privé, mais à travers la négociation, essayons de négocier cet espace vert, qui soit quelque part une sorte de jardin pour les logements futurs des riverains, mais qui soit également un jardin de quartier pour les habitants des quartiers autour qui n'y ont pas accès. Et donc en réalité, ce parc qui s'est réalisé en 3 parties, et dans des circonstances sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, mais à nouveau en ayant à chaque fois cette idée ou cette conscience d'un maillage vert nécessaire et des projets qui se réalisent partie par partie. Et donc ce parc, c'est un parc qui est assez intéressant, une sorte de concept de parc évolutif qui a été pris en main par Bruxelles Environnement, et qui est un parc qui se développe non pas d'un seul tenant, dans une seule esthétique, mais opportunité par opportunité, avec cette idée de créer ce maillage, et donc dans les phases suivantes, il va y avoir des liens qui vont être créés avec le contexte. Alors simplement quelques images pour vous montrer aussi la réalité de ce parc aujourd'hui. Pour la préparation de cette conférence, on a envoyé un photographe prendre des photos. Je
voudrais quand même toucher un mot. Donc c'est Danny Willems, qui est un photographe, c'est le photographe d'Arnaud, donc le chanteur bruxellois, et qui pratique une photographie plutôt des personnes. Il fait des photos de théâtre qui sont dans des contextes urbains, mais il ne pratique pas de la photographie d'architecture. Et donc nous, on était intéressés par son travail, parce qu'au-delà de la question de finalement du parc qui est réalisé par Basmet, mais nous on s'en fout que ce soit Basmet ou quelqu'un d'autre, ce qui est important, c'est l'usage qui en est fait. C'est que finalement c'est un espace qui est investi et qui soit réalisé qui se pratique réellement. Et donc les photos qui ont été réalisées par Danny Willems, et que vous verrez au fur et à mesure de l'exposé, montrent finalement souvent en contraste avec des premières photos qu'on a faites, au moment où les projets étaient réalisés, où tout était magnifique, il n'y avait pas un papier par terre, mais la réalité aussi, quelque part contextuelle des projets ou des territoires dans lesquels on intervient, qui sont souvent, je dirais malgré tout, des territoires relativement durs. Malgré tout, on n'est pas en Suisse, on est à Bruxelles, dans des quartiers compliqués, mais des quartiers dans lesquels la richesse est principalement une richesse humaine. Et donc c'est quelque chose qui se traduit dans ces photographies. Et donc ça, c'est la partie du parc qui a été réalisée par le promoteur du site, avec le paysagiste Basmet. Bruxelles Environnement a réalisé également une partie du site du parc à travers l'initiative Parc Farm. Et puis il y a Belliris, un troisième acteur, qui est intervenu sur la partie le long des voies de chemin de fer et qui a réalisé le parc Ligne 28 le long des voies de chemin de fer. Une dernière image sur Tour et Taxi, c'est la question de la gare maritime, qui est une grande halle couverte qui fait 4 hectares, une halle gigantesque. C'est clair qu'en 2006-2007, la demande, ou disons l'opportunité de réaliser des projets à l'intérieur n'était vraiment pas clairement formulée. Je pense qu'on était également trop tôt en termes de période aussi par rapport au fait d'imaginer qu'il puisse se passer quelque chose dans un espace aussi vaste. Mais on avait néanmoins, je dirais malgré tout, imaginé que cet espace pouvait devenir un espace public couvert, ce qui après a amené des tas de problèmes juridiques, mais ça je vais passer sur le sujet. Et donc on pouvait considérer la halle finalement comme un espace à traverser, un espace à investir. Un peu naïvement, on avait fait passer un tram à travers la halte, mais ce tram manifestait cette dimension publique du site. Et puis depuis cette année, en 2017, le propriétaire du site a lancé ce projet par Noteningsridijk, dans lequel on voit bien à nouveau cette valeur d'espace public qui est reprise et retranscrite dans le projet de rénovation de la gare. Dernièrement, et pour terminer sur Tour et Taxi, on a fait un travail avec le promoteur du site et avec le bourgmestre sur un travail d'identification des conditions de développement d'un ensemble de 9000 m² de logements, donc c'est approximativement 900 logements. Et donc travail qui a servi de base un concours d'architecture qui a été gagné par d'autres, et donc bien sûr MSA disparaît, mais c'est la vocation d'MSA à disparaître dans ce genre de circonstances. Et ici on est particulièrement content que ces architectes de qualité aient pu être choisis pour le développement de ce site. Dans la zone du canal, soif, il fait chaud. Autre projet dans le territoire du canal. Vous embêtez pas? Ça va. Parfois, je me demande si les gens s'endorment. Okay. Dans le territoire du canal, on a également travaillé pour CityDef. Juste à côté, vous voyez, du site de Tour et Taxi, sur la friche Tivoli, donc un terrain de 4,5 hectares, beaucoup plus petit, 10 fois plus petit que le terrain voisin, avec une demande assez précise, puisque le terrain appartenait déjà en très grande partie, à CityDef, qui est donc un acteur régional bruxellois, avec du logement et de l'activité économique. D'élaborer un master plan qui permette de négocier le projet avec la ville de Bruxelles, mais également avec un propriétaire privé qui devait vendre une partie du terrain, mais qui soit également suivi par après d'un outil qui permette d'engager des architectes dans une démarche de projet d'architecture très concrète. Et donc là, on était concepteur, mais concepteur avec non pas simplement vendre une image, mais d'accompagner le projet également dans sa réalisation. Donc ce qui est clair, et ça c'est ce
que ce type d'échelle permet par rapport aux 45 hectares, où on sait bien que là, bon, c'est trop grand pour suivre l'entièreté du projet, et puis la mission s'arrête à un moment donné. Quand on travaille sur des sites de 4-5 hectares, on est vraiment dans ces échelles de projets intermédiaires entre urbanisme et architecture, où comme urbaniste, on doit se mettre à la place de l'architecte pour imaginer les logements, pour après concevoir un plan d'urbanisme qui tienne la route et qui soit qualitatif par rapport aux logements qui sont réalisés. Et donc on a réalisé ce plan qui a été suivi par la suite d'un permis de lotir qui a donné une valeur un peu contraignante au projet. Des promoteurs sont intervenus, la partie logement se réalise pour le moment. Mais ce qui est intéressant sur ce site, c'est que se posait en fait, il y a une dizaine d'années, et déjà cette question de la cohabitation entre les activités économiques et le logement. Et donc les activités économiques se trouvent ici, le logement se trouve là, 450 logements, plus ou moins 15 000 mètres carrés d'activité économique. Et le travail qu'on a dû réaliser alors à ce moment-là était un travail un peu basé sur les incertitudes par rapport à la réalisation du projet. A d'abord été un travail de remembrement foncier. Et donc c'est un moment assez intéressant où on se rend compte aussi du stratégo foncier qui peut être activé par des projets d'urbanisme. Vous avez au final, au départ, des parcelles appartenant à la SDRB, donc CityDef en bleu, qu'on va réorganiser avec des surfaces comparables pour pouvoir développer de l'activité économique, du logement CityDef et du logement par un promoteur immobilier, et par rapport auquel on va travailler sur des idées de maillage d'espace public, donc quelque part pour que le projet s'intègre dans son contexte de quartier Marie-Christine, tout en travaillant sur un bâti de logement qui soit neuf, mais également sur de l'activité économique qui permettent de créer de l'urbanité. Donc je pense que le challenge ou l'élément essentiel de ce projet, et ce qu'on a voulu essayer de mettre en avant par rapport à celui-ci, c'est cette idée que c'est pas parce qu'on fait de l'activité économique en ville qu'on ne doit pas fabriquer de l'urbain et qu'on ne doit pas tout d'un coup se poser des questions de qualité d'espace public, de maillage. Et donc ce projet a clairement posé des bases en termes d'implantation de bâtiments, en particulier pour le bâtiment Greenpeace, en imposant des logiques d'alignement, et c'est ce qui fait la qualité de la réalisation aujourd'hui. Par rapport à la partie logement, on voyait que par rapport au site initial, on a introduit des idées de voirie qui sont des vraies voiries. Moi j'aime bien dire qu'il faut affirmer les choses. Donc, quand on fait une rue, on fait une vraie rue. La qualité d'une rue, c'est qu'elle a beau avoir 150 ans, elle fonctionne toujours comme une rue. Il y a toujours un domaine public, il y a un domaine privé, il y a des rapports clairs et nets qui sont donnés. Donc quand on agit sur un projet comme celui-ci, 4,5 hectares, on a un peu une idée de qui va développer le site, mais on ne sait pas trop. Le maillage ou la structure du maillage de l'espace public est fondamentale pour se dire qu'au final, on met en place un dispositif qui va accueillir des projets que peut-être nous, urbanistes, ne connaîtrons pas. Et donc la qualité du maillage est une chose fondamentale. Et donc par rapport à ce projet-ci, qui est en cours de réalisation, sur la partie logement, on voit en fait, et c'est ce que cette phase actuelle permet d'apporter, on voit comment finalement l'idée de rue est en train de se construire à travers l'implantation des bâtiments. Et on voit aussi que c'est intérêt d'avoir dans le projet travaillé sur ces notions d'alignement, mais également de zones de recul qui permettent tout d'un coup d'imaginer des rues dont la qualité est renouvelée. Donc, ce ne seront pas des rues avec des façades construites de part et d'autre sur l'entièreté des tracés, mais ce seront des rues qui seront ouvertes également sur des cours. Et puis pour la partie Greenpeace, qui est donc cette partie-ci, donc la CityDef a engagé une démarche d'organisation de concours avec le bourgmestre bruxellois, 3 concours organisés, je pense, pour arriver à un projet qualitatif. Et au final, un projet qui fabrique de la rue, qui fabrique de l'urbain, qui permet d'intégrer des activités économiques en intériorisant l'entièreté des activités, et donc en ne créant aucune gêne, aucune contrainte par rapport à l'habitat qui va se développer à l'arrière de ce site. Et donc cette photo qui a été prise par Danny Willems, elle montre en fait ce qu'on a voulu faire, c'est créer de la rue plutôt que de créer des bâtiments. Et on voit que les façades telles qu'elles ont été imaginées dans ces alignements créent cette condition d'urbanité. Je vais encore vous montrer rapidement 3 projets où on intervient comme concepteur dans le territoire du canal. J'ai combien de temps encore? Oui, Ewan.
bon? Ok. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Donc, quelques projets dans lesquels on a intervenu comme concepteur. Le projet de la cage aux ours, donc à Scarbeck, où là, on réalise un travail avec le bureau Ney Partners depuis plusieurs années sur ces questions d'ouvrage d'art, et où il y a une belle complémentarité qui s'est installée entre, je dirais, l'art de l'ingénieur et l'art de l'architecte urbaniste. Et donc ici, il s'agissait d'un concours organisé par la commune de Scarbeck, dans le cadre d'un contrat de quartier également, sur une place, donc place de la cage aux ours, place Verboekhoven, qui était traversée par des voies de chemin de fer, et la demande qui était initialement formulée, mais peu précise, était de travailler sur une unification de la place. Et donc, place de la cage aux ours, c'est une place qui est relativement intéressante et un peu unique dans son genre. C'est une place relativement métropolitaine, en fait. Elle est traversée par cette voie de chemin de fer. Il y a pas mal de trams qui tournent autour de celle-ci. Et donc, plutôt que de réaliser le rêve des habitants, qui était de couvrir l'entièreté de la place, on s'est dit, et c'est là qu'intervient un peu l'art de l'architecte aussi, et l'art de celui qui conçoit de manière spatiale, qu'il était probablement plus intéressant d'essayer d'avoir une intervention, d'avoir une intervention qui permette à la fois de couvrir la place et de créer un lien de part et d'autre de celle-ci, et qui puisse également mettre en valeur ce paysage relativement unique de ce chemin de fer qui traverse la place, et qui, à travers son tracé, génère ces talus qui sont arborés, qui amènent des éléments de végétation relativement importants dans l'espace public. Et donc, c'est un concours, donc une procédure négociée qui était organisée par la commune. L'idée première de la commune était qu'on réalise un auvent périphérique. À nouveau, on a une pratique qui est plutôt contextualisée. Donc, cette idée du auvent périphérique était en fait une sorte de réplique d'un auvent qui existe à Strasbourg. Et donc, on est plutôt parti sur cette idée de faire ce lien, ou de créer ce lien à travers cet objet. Et en même temps, non pas simplement de créer une passerelle, mais créer un objet qui soit d'une certaine manière réellement capacitant, c'est-à-dire qui puisse également activer des pratiques de l'espace public et qui permettent également de traverser la place, en fait, de constituer une sorte de court-circuit ou de shortcut de part et d'autre de la place. Et donc la passerelle, c'est une passerelle en acier qui est relativement large, elle fait une quinzaine de mètres. Il y a une partie avec des marches d'escalier, il y a une partie, alors il ne faut pas que je me trompe, avec des escaliers, pardon, ici, des escaliers là, des rampes pour les vélos. Et puis il y a des escaliers qui sont des escaliers à gradins sur lesquels on peut s'asseoir et sur lesquels, qui peuvent réellement fonctionner comme des bancs. La géométrie de la passerelle, elle est aussi dictée par le gabarit à laisser libre par les voies de chemin de fer. Et c'est ce qui va finalement fabriquer cet objet. Et nous, on aime particulièrement ces photos qui sont prises du dessus, où on voit aussi quelque part la dimension territoriale de cet objet d'infrastructure. Donc c'est une passerelle, mais c'est beaucoup plus une passerelle, c'est quasiment un projet d'urbanisme. On est le long du tracé royal, on rétablit une continuité entre l'hôtel de ville de Scarbeck et la maison communale, et puis on s'inscrit à travers la géométrie de la passerelle dans la logique des tracés urbains qui mènent vers celle-ci. Des images du moment de l'inauguration, la passerelle était très belle, des images de la situation actuelle, dans laquelle on voit finalement comment la réalité au quotidien de cette transformation du paysage urbain que nos pratiques d'architectes induisent. Et on voit finalement comment le projet en fait fonctionne. Effectivement, la passerelle a un peu vieilli. Il y a peu d'entretien. Il y a aussi généralement très peu, ou quasiment pas d'entretien sur les espaces publics. Mais on voit aussi comment la passerelle fonctionne réellement, comme non pas simplement un outil infrastructurel de passage, mais comme lieu de séjour. Et comment elle s'intègre aussi sur le sol, en fait, et comment elle est également posée par rapport au sol. Je vais rapidement passer sur les deux projets récents. Non, celui-ci c'est très récent, le précédent ne l'est pas. Donc un projet dans le cadre, un projet de rue, une toute petite rue, une rue nouvelle, dans le cadre d'un projet mené par la commune de Molenbeek-Saint-Jean, la création d'un guichet du service population de la commune, avec quelques logements, et puis une opération d'IDEF en attente, mais l'idée de créer
une nouvelle rue entre la rue Van der Malen et la rue Sainte-Marie. Et donc là, on a réalisé un travail plutôt, quand même d'architecte, mais avec une réflexion sur la gestion de l'eau. Et donc on a imaginé, puisqu'on est dans le bas de la Seine, pouvoir récupérer une partie des eaux de pluie et en faire, à partir des eaux de pluie, construire un élément de fabrication d'un nouveau micro-paysage urbain et qui permette, à travers le tracé de l'eau, l'eau d'infiltrer les arbres, mais également à l'eau de s'évaporer avant qu'elle soit rejetée vers l'égout. Et donc le dispositif qui a été imaginé est un dispositif d'aménagement des espaces publics avec des bassins, mais également avec des pièces d'eau qui vont recueillir l'eau quand il pleut. On voit aussi sur cette photo, et on le verra sur les suivantes, on dessine du mobilier urbain. Et donc dans quasiment tous les projets qu'on fait, c'est pas vrai, c'est pas tous les projets, mais c'est là où ça vaut la peine. On a une pratique de dessin du mobilier urbain pour essayer aussi de sortir d'un mobilier qui soit générique. Et on a également la conviction que ce mobilier urbain puisse construire en fait l'identité du projet également. Et souvent, et ça c'est particulier à Bruxelles, il n'y a pas de gestion de l'espace public, et donc le mobilier urbain, il faut le concevoir de manière à ce qu'il soit solide et ce qu'il ne requiert pas d'entretien. Donc ça c'est la rue telle qu'elle était au moment de l'inauguration du bâtiment. C'est des photos de la semaine passée, on voit qu'il a plu, et donc il y a les espaces de rétention d'eau qui font miroir, qui sont activés, qui fonctionnent, et on voit la rue telle qu'elle fonctionne aujourd'hui avec l'utilisation qui est faite des bancs. Dernier projet, le long du canal, le tout premier peut-être, mais peut-être aussi un des plus importants, le haut-vent de la Porte de Flandre, qu'on a conçu sur initiative propre en 2005, je pense, qui est toujours là, un peu abandonné. On a un peu oublié qu'il était là, mais donc c'est un projet qu'on a conçu un peu sur base d'initiatives propres, en fait. On avait notre bureau pas très loin de cet endroit, et donc c'est un haut-vent, mais également un abri tram, qu'on a fait cofinancer par la ville de Bruxelles, par le port et par Bruxelles Mobilité, installé sans permis d'urbanisme, avec l'argument que c'était une œuvre d'art, ce qui a permis encore de le protéger, d'expliquer qu'il est toujours là aujourd'hui. Et donc c'est sur base d'initiatives propres qu'on a eu toute une démarche de rencontre des acteurs institutionnels, donc à la base la ville de Bruxelles, Henri Simons, ah oui je veux bien, je mets 5 000 €, mais la région doit mettre le reste parce que c'est un pont régional. Et puis on avait été voir le ministre Pascal Smet, qui venait d'être nommé ministre des Travaux publics. Je veux bien, je mets 5 000 €, c'est voirie régionale, mais on est en bordure du canal et le vent est en partie en porte-à-faux sur le canal, donc Madame Groels doit aussi mettre de l'argent. Donc on avait été voir Madame Groels, je veux bien, je vais mettre 5 000 €, et puis ça a fait les 15 000 € qui ont permis de payer le ferronnier qui a construit le haut-vent, et le haut-vent a été installé, et tout le monde l'a aujourd'hui un petit peu oublié. Et donc c'est un haut-vent qui fonctionne encore toujours, dont l'intérêt à la base était d'être un haut-vent qui couvre les gens qui attendent le tram, mais son intérêt est également de montrer une sorte de miroir, si vous voulez, qui montrait l'eau, qui montrait l'activité ou le passage le long du canal. Donc, ce sont des photos prises il y a quelques jours également. Et évidemment, le canal a complètement changé en une dizaine, voire une quinzaine d'années. Voilà. Donc j'en finis avec cette première partie, place belge. Iwan, on a combien de temps? Pour une demi-heure? Ouais. Ouf. Alors je vais aller relativement vite. Place belge. On aménage des espaces publics. Voilà. Parce que, architectes sans clientèle, nous sommes des architectes qui passons par les marchés publics, qui travaillons à partir des marchés publics. Et donc on a eu l'occasion de travailler ou de concevoir ce qu'on pourrait dire les 3 principales places de Belgique. La place de la Monnaie, la place verte à Charleroi, et puis il y a 2 ans, avec un bureau anversois, on a gagné le concours pour l'aménagement de Groenplatz à Anvers. Donc la particularité de ces places, en fait, d'une part, c'est qu'elles nous font intervenir comme concepteurs et aménageurs d'espaces publics, toujours évidemment en partenariat avec des bureaux d'ingénieurs. Mais donc ce sont des espaces sur lesquels on peut
voilà, travailler sur cette idée d'espace public qui soit inclusif. Ce sont tous les trois, et le dénominateur commun au-delà de leurs conditions de centralité, ce sont des places qui sont occupées par des parkings en sous-sol, donc qui posent des questions voilà, de relation entre l'infrastructure souterraine et ce qui se passe en surface. Et du coup, dans les trois projets, et c'est relativement frappant pour les deux premiers, surtout Bruxelles et Charleroi, c'est principalement le dessin du sol qui est important dans le projet pour situer et contextualiser le projet. Donc on travaille beaucoup sur cette idée d'uniformiser le sol urbain à travers un dessin du calpinage, un dessin des matériaux, du revêtement, et qui permettent aussi de qualifier l'espace, mais permettent des usages qu'on ne connaît pas. Parce que bien souvent, ce type de projet, il commence dans une temporalité et il se finit dans une autre, et on n'a réellement pas souvent l'occasion de pouvoir anticiper les programmations les programmations de l'usage des espaces publics qui aura lieu sur ces espaces. Place de la Monnaie, je vais aller relativement vite parce que j'ai quand même encore pas mal de choses à vous montrer. Donc, c'est une place qui a été créée au tournant du XVIIIe siècle, mais qui était qui a été énormément chamboulée dans les années 70 et 80, avec la construction dans son souterrain d'une infrastructure métro, mais également des trémies de parking, mais également en dessous de la place de la Monnaie, un cabinet haute tension de Elia. Et c'est un espace qui était aménagé de manière caractéristique des années 80, c'est-à-dire très fragmenté, avec des sous-espaces qui ne permettaient pas réellement d'avoir des usages multiples sur la place. Donc on a fait un projet qui est relativement simple, mais qui est en réalité extrêmement compliqué, parce qu'il a nécessité de quelque part s'affranchir et intégrer tous ces paramètres de sous-sol dans un dessin de sol continu, avec de la pierre bleue sous différentes formes, mais également des structures en laiton qui sont insérées dans la pierre bleue et qui sont basées sur la trame du théâtre. Donc on a fait principalement un travail sur la question du rythme, du dessin de sol, également du mobilier urbain, en se disant que, au final, on essayait de mettre en valeur le site à travers ce dessin sur cette structure du sol. Ça, c'est juste peut-être une aparté, mais au moment où on réalise le dessin pour la place de la Monnaie, on a également eu l'occasion de travailler sur une sorte de pattern un peu issu du monde du textile pour la rue d'Ansart qu'on a réalisé avec Something Else. Donc la place de la Monnaie, voilà encore une image. On a également réalisé l'ensemble des bancs, mais libéré l'espace pour réaliser des usages qui soient différenciés. Ça, je n'ai pas le temps. Je vais vous montrer quelques photos de la situation actuelle. Ce qui est intéressant avec la place de la Monnaie, c'est qu'au final, on l'avait conçu comme un espace relativement polyvalent, relativement multifonctionnel, et qu'en réalité, avec le déplacement qui s'est fait de l'utilisation des boulevards pour les manifestations vers la place de la Monnaie, c'est une place sur laquelle il se passe aujourd'hui un peu de tout et n'importe quoi. Et pour vous montrer ça, on a simplement pris quelques extraits qui vous montrent comment la place est aujourd'hui utilisée. Et avec l'appréciation qu'on en fait, c'est que finalement le projet tel qu'on l'a conçu, c'est-à-dire dans un esprit plutôt non pas de qualifier les usages, mais plutôt d'essayer de mettre en valeur le théâtre, permet finalement à de multiples usages d'être hébergés par la place. Donc là, je vais vous passer un petit film d'une petite minute, mais qui vous montre aussi, je pense que c'est intéressant, une sorte de réalité d'occupation de la place aujourd'hui. Une nouvelle place était construite pour cette place Monnaie. Il y a parfois, comme les gens ne peuvent pas rentrer, je ne sais pas pourquoi, ils mettent une table devant la salle. C'est quelque chose de spécial que Bruxelles font. Quand tu vois, il y a un podium. Apparemment, il y a ici qui vient là des Gaga, il y a Madonna. La place de la Monnaie était verte, rouge et bleue ce midi, des milliers de manifestants inquiets pour leur avenir. On l'attendait place de Brouckère, mais ce sera finalement ici, place de la Monnaie, que la patinoire de plaisir d'hiver prendra ses quartiers. Mais la ville refuse de confirmer pour l'instant. En attendant, les Bruxellois sont plutôt enthousiastes à l'idée de voir la patinoire s'installer ici. Un quoi? Une patinoire? Oui, pourquoi pas? Je vis ici et je suis d'origine du désert. Donc ramener les déserts ici à Bruxelles, pour moi, c'est quelque chose de très important. I see you
place verte à Charleroi, ancienne place Albert. Et là, un contexte de projet quand même relativement curieux et parfois difficile ou complexe à aborder comme concepteur. Puisqu'on intervient, donc, on va le voir plus tard, mais donc il y a un centre commercial qui se construit dans le bas de la ville basse de Charleroi, et qui induit en fait la démolition de colonnades qui séparaient la place Albert du boulevard Thiroux, et la construction en réalité sur une partie de ce qui était la place d'un centre commercial, avec dans le sous-sol ici la construction d'un gigantesque parking. Et donc on a appelé pour participer à un concours qui porte sur le réaménagement d'espaces publics de la place au-dessus du parking. Non pas, je dirais, pour faire une esplanade pour le centre commercial, mais à la demande de la ville, pour créer une place qui soit au service de la ville. Et donc c'est un contexte de travail relativement compliqué. Donc la place, la colonnade que je vous montrais tout à l'heure, elle se trouvait ici. Le projet du centre commercial est ici, empiète en très grande partie sur la place, et crée en fait une relation théorique vers la rue de la Montagne, à travers le boulevard Thiroux. Et donc le projet sur lequel on était amené à travailler consistait à travailler sur ce réaménagement de place. Mais donc en réalité une situation assez complexe au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Mais voilà, parce que nous étions d'un côté, et nous avons gagné le concours pour ça. Pour cette raison, nous avons fait un projet qui était plutôt un projet au service de la collectivité. Et le promoteur du Rive Gauche a toujours tenté, je dirais, de finalement modifier le projet et d'en faire un élément qui soit une esplanade pour le centre commercial. Donc il y a un premier projet qu'on avait réalisé qui est celui-ci, qui a gagné le concours. On avait plutôt travaillé sur une idée de centralité avec du mobilier urbain. Comme on est dans la ville de Charleroi et que Charleroi, les joueurs de football, l'équipe de foot s'appelle les Zèbres, on avait travaillé sur l'idée de ridule, et donc on avait travaillé sur un maillage en forme de zèbre. Et puis par le fait des choses, la nouvelle gouvernance qui s'est installée, le projet a évolué vers ce dessin à nouveau. On a essayé de neutraliser cette question de l'orientation de la place à travers sur une question ou un travail qui a été réalisé sur le dessin de sol. Et qui permet aussi, alors à nouveau, plutôt de centraliser l'espace plutôt que de lier au centre commercial qui se trouve ici à gauche. Donc le projet a été réalisé tel quel, au-dessus du centre commercial. Malheureusement, les bancs qui étaient prévus, ils ont pour la plupart pas été installés parce que le promoteur a plutôt préféré installer les bancs à l'intérieur du centre commercial que sur la place. Et donc ça, c'est un peu le contexte de fabrication spécifique de ce projet, mais au final, on voit comment, malgré tout, le dessin de sol qu'on a réalisé permet quand même de construire cette idée de centralité. Et les bancs, on l'espère, viendront un jour sur la place. Et donc ça, c'est simplement, je n'ai pas de film pour cette place-là, mais des images qui m'ont été envoyées par Fabrice Laurent, le directeur de l'Éden, qui a organisé les fêtes de Wallonie avec diverses activités de sport urbain, etc., sur la place récemment, et qui montre aussi comment cet espace est devenu un espace d'appropriation pour différents types d'activités, différents types d'usages. À l'arrière, ici, le centre commercial. Troisième place belge, je vais quand même aller relativement vite sur cet espace, à Anvers, donc en association avec un bureau anversois qui s'appelle NP Bridging. Donc on a gagné il y a 2 ans le réaménagement de cette place, qui pose également la question, en fait, une place qui est occupée par énormément d'infrastructures, en particulier du métro et également un parking. Et donc sans aller dans le détail de celle-ci, on a travaillé sur l'idée de concentrer en fait l'ensemble des éléments menant vers le souterrain, vers le sous-sol, dans un espace extrêmement arboré, qui est appelé le PLEC, qui est cette partie-ci, un endroit où se trouvait un îlot qui a été démoli, et de concentrer dans le reste ou sur le reste de la place des activités urbaines à travers une logique d'espace ouvert, mais je ne vais pas m'étendre sur ceci. Recherche patiente, c'était un moment de pause. C'est le projet qu'on mène à bien depuis approximativement une dizaine d'années, je pense. Donc c'est le projet le plus long qu'on a au bureau, mais qui est un projet qui est un projet très intéressant, mais qui est un projet extrêmement compliqué, où on travaille en fait sur le réaménagement
des accès au parc Léopold, qui est donc le parc qui se trouve dans le quartier européen et qui connaît en fait des logiques de privatisation. Et donc Belliris, qui est un acteur qui intervient à Bruxelles, à la demande de la région bruxelloise, intervient sur ses entrées, sur ses accès. Et donc nous avons réalisé un projet de réaménagement du parc, en particulier le réaménagement des accès du parc du côté de la rue Wirtz et une nouvelle entrée chaussée des Turbeek côté de la tour Igvoort, pour rendre le parc plus public en fait. Simplement pour rendre cet espace beaucoup plus ouvert et plus accessible en améliorant ses conditions d'accessibilité. Alors c'est un projet qui est relativement de longue haleine parce que le parc est classé, qu'il y a de multiples intervenants sur ce projet, qui sont les différents occupants du parc, qui sont les institutions européennes, qui sont peut-être aussi des intervenants du souterrain, puisqu'il y a également Elias Ibelga qui possède une station de haute tension à cet endroit-ci. Donc c'est un projet qui se réalise petit à petit, phase par phase, qui rend un peu fou les collaborateurs du bureau, parce que tous les 3-4 mois, on reçoit une demande, le chemin un peu plus à gauche, on va voir si ça marche, le chemin plus à droite, on verra si on a le permis, etc. Donc c'est un projet qui est compliqué, voilà, qui est en fait en réalité très simple. Et quand mon père me dit « Qu'est-ce que vous faites au parc Léopold ?» Depuis 10 ans, je dis « Écoute, des pelouses, un chemin, une grille, mais c'est quand même très compliqué. » Je ne comprends toujours pas. Donc on fait tout un travail, et là c'est un travail de recherche patiente et modeste, puisque au final, disons, le côté authorship, donc la part de l'auteur ou du concepteur est très peu visible dans le projet. En fait, on prolonge la logique du parc à l'anglaise dans les extrémités du parc pour aller rechercher de nouveaux accès. Et là, je vais simplement vous montrer une première partie qui, du fait disons, des temporalités, a mis du temps à se réaliser. Et c'est réalisé l'année passée, en septembre 2016, quelques mois après le Brexit. Donc certains ont voulu y voir une interprétation politique, alors que c'était un projet qui datait de plusieurs années. Mais donc sur la partie Wirtz, la partie qui se trouve ici, donc la partie supérieure en fait, c'était en fait une partie qui avait été aménagée par le promoteur qui s'est occupé de construire le Parlement européen. Il devait construire une extension du parc et s'en occuper, s'en charger en termes d'entretien, etc. Et il s'avérait qu'en réalité, il n'y a plus personne qui venait s'occuper de ce terrain. Et donc, c'était véritablement une sorte de forêt sauvage, comme ça, avec un mur de Berlin oublié de tout le monde, en plein milieu, et dans lequel il y avait un riverain qui habitait. Vous voyez ici le Parlement européen à l'arrière. Donc, une situation très bruxelloise, au final. Et donc, nous avons réalisé ce travail, en fait, relativement simple et délicat de prolongement du parc vers la rue Wirtz, en travaillant sur ces patatoïdes qui mènent du parc Léopold vers le Parlement européen, qui permet en fait de rendre le parc plus accessible et de lui garantir une accessibilité accrue depuis la rue Wirtz. Et puis comme MSA a un peu l'habitude de parfois être pas très sérieux, on s'est aussi rendu compte qu'en fait à l'endroit de la rencontre entre le parc et la rue Wirtz, au moment où le parc Léopold était un zoo, on avait exposé pour la première fois sur le continent européen des autruches. Et donc on a proposé, puisqu'il fallait clôturer une partie du site, on a proposé d'installer des autruches. Et donc il y a tout un travail qui a été fait avec Élodie Antoine, l'artiste, pour construire ces autruches et les installer dans cette partie du parc. Et donc ça a été installé l'année passée, pendant l'été, et avec permis d'urbanisme, je tiens à le dire, et permis patrimoine. Et tout le monde trouvait que ça avait énormément de sens par rapport au site, mais quand ça a été installé et que la presse anglaise s'est saisie de la question, les téléphones ont sonné chez MSA. Et personne n'a décroché. Et donc le quotidien de M. Farage s'est emparé de la question, voilà, en disant qu'on dépensait notre argent de manière idiote, mais en réalité, il y a effectivement 12 autruches, il y en a 6 qui ont gueule en terre, il y en a 6 qui regardent vers l'extérieur. Mais en réalité, c'est une sorte de... Ouais, on a revisité un peu l'histoire du site, en essayant de donner un sens finalement à des barrières qu'on devait installer pour des raisons
protection et de sécurité. Alors, j'en arrive progressivement vers la fin, avec un titre un peu peut-être provocateur. A good city has industry. La ville a besoin une bonne ville a besoin d'industrie, c'est vrai. Et voilà, catch me if you can. On a eu l'occasion cette année en fait de travailler et d'être demandé comme urbaniste pour travailler sur le redéveloppement du site de Caterpillar à Charleroi. Et c'est une occasion un peu unique, au-delà de la question, disons un peu, comment dire, à la mode de se poser la question de l'industrie en ville. Là, à Charleroi, il se posait une vraie question, c'est-à-dire une perte d'emploi de 3000 personnes sur un site qui fait approximativement une centaine d'hectares. Et donc on a été appelé comme urbaniste pour intégrer un groupe de réflexion qui partait de l'hypothèse en fait, de redévelopper l'ensemble de l'aéroport de Charleroi, un peu à l'inverse des questions qu'on se pose à Bruxelles, c'est-à-dire à Bruxelles on se pose des questions, mais comment ramener de l'économie en ville? À Charleroi, la question qui était posée était plutôt mais comment ramener la dynamique de développement du centre-ville vers l'aéropole et vers le parc d'activités où se trouvait le site de Caterpillar. Et donc à Charleroi, vous le savez, je pense qu'on n'ignore pas, puisque voilà, on est content de pouvoir aussi travailler à Charleroi. Je pense que c'est un contexte de travail qui est extrêmement intéressant, parce que comme urbaniste, architecte, voilà, on participe réellement au redressement d'une ville, mais ce n'est pas un redressement simplement symbolique au niveau de l'architecture, c'est vraiment un redressement économique qui active un redressement social. Et donc, il y a tout un mouvement qui se crée là-bas, de valorisation de l'identité Carolo, et ça se passe par des projets d'architecture, par des projets d'urbanisme, mais ces projets-là, ce sont plutôt des projets qui sont le support du développement, plutôt que les raisons du développement. Donc il y a ce projet en particulier au niveau de la ville basse, qui est un projet relativement connu maintenant, où on a développé l'implantation de 6 tours qui vont accueillir différentes activités administratives, mais également du logement dans la ville basse. Mais le projet Catch était un projet relativement intéressant aussi, parce que comme urbaniste, on va se retrouver à penser au devenir d'un site gigantesque, 100 hectares, avec des grandes halles vides, et puis un cadre de réflexion qu'on ne va jamais connaître à Bruxelles, mais qui est quand même extrêmement important ou extrêmement intéressant. Finalement, vous voyez, il est mis ici, Benoît Moritz, urbaniste. On est un parmi 1000 à réfléchir avec des industriels, réfléchir avec des gens qui sont dans le développement économique, avec les grandes entreprises locales. Finalement, qu'est-ce qu'on peut apporter qu'est-ce qu'on peut créer comme plan qui va réactiver de l'emploi et qui va permettre de créer de l'emploi dans les 10 prochaines années sur le territoire de Charleroi. Et donc c'est clair que comme posture, je dirais, d'architecte ou d'urbaniste, on est plutôt à l'écoute et au service qu'une personne ou une figure qui est protagoniste du débat. Vous voyez que je suis là. Le reste, ce sont des gens qui sont des grands industriels, qui travaillent dans l'aéronautique, qui travaillent dans la recherche biomédicale. À Charleroi, il y a énormément d'emplois de haute technologie qui sont liés au développement pharmaceutique. Il y a énormément d'industries qui sont également des industries qui créent de la valeur ajoutée. Et donc, ceci, c'est un schéma qui montre, en fait, qui est un schéma relativement intéressant. On a une image de Charleroi qui est une image toujours relativement négative. C'est un bassin industriel en train de perdre de l'emploi. Et vous voyez qu'en fait, entre 2005 et 2015, le nombre d'emplois est plus ou moins resté stagnant. Il y a eu approximativement 10 000 emplois qui ont été détruits et approximativement 11 000 emplois qui ont été créés dans différents secteurs industriels. Et en réalité, c'est à partir de ces secteurs-là que le plan Catch a été mis au point et ou devra permettre de créer approximativement 10 000 emplois sur une dizaine d'années. Et donc, à travers des groupes de travail, on a pu aussi, nous, comme urbanistes, amener l'idée que la question de l'emploi lié à l'industrie n'était pas simplement une question d'investissement dans des secteurs, mais pouvait également être liée au fait de concevoir des parcs d'activité économique comme des lieux d'échange entre des personnes dans des logiques de proximité. Donc il y a 4 secteurs d'emploi qui ont été identifiés comme étant moteurs de développement. La manufacture, la logistique, la médecine et le biomédical et tout ce qui est secteur créatif et digital.
Et comme urbaniste, je vais passer, ben, on a, à un moment donné, on est intervenu ben, sur les 100 hectares de Caterpillar sont là. On a une mission de réflexion sur l'ensemble du plateau de l'aéropole. Donc c'est une mission un peu unique, qui est difficilement imaginable en fait comme architecte et urbaniste, mais où au final là aussi ben, on a plutôt tenté de définir finalement quelles étaient les conditions de développement d'un projet qui devait se faire par d'autres, plutôt que nous réellement faire le projet. Et donc on est parti du site, des différents secteurs d'activité à implémenter, donc la manufacture, le créatif, le biomédical, envisager où il pouvait s'implanter sur ce grand espace, envisager aussi, et c'est intéressant aussi de voir que les économistes pensent de manière spatiale, il n'y a pas que les urbanistes qui pensent à l'économie, mais les économistes ont aussi une vision spatiale, donc un travail très intéressant qui envisage l'aménagement du territoire comme un écosystème entre les différentes catégories industrielles qui sont à développer. Et puis on a fabriqué ce type de carte avec des idées qui sont des idées relativement simples, de prolongement de lignes de tram. En fait, aujourd'hui, tout le secteur de l'aéropole est inaccessible depuis le centre de Charleroi, et donc simplement rendre accessible le secteur est déjà une manière de l'intégrer dans la dynamique de transformation du centre de Charleroi. Puis on est parti sur des logiques de densification aussi, de fonctionnement par cluster d'activités, pour fabriquer finalement plutôt l'idée d'une sorte de campus d'activité économique plutôt que d'un parc d'activité économique. J'en arrive à ma dernière partie, encore un petit quart d'heure, si vous tenez le coup. Et à nouveau, peut-être, c'est pas un titre provocateur, mais nous, il nous semble que le logement, c'est quand même, disons, la matière première de la ville. Et c'est un peu la matière première sur laquelle peu de personnes réfléchissent aujourd'hui. On réfléchit aux activités économiques, on réfléchit aux espaces publics, nous-mêmes y réfléchissons, mais il y a une demande cruelle en fait de logement à Bruxelles, et peu de personnes s'en occupent, peu de personnes prennent ça en charge. Donc ceci c'est une courbe démographique qui vous montre l'évolution de la population à Bruxelles depuis approximativement une vingtaine d'années. Donc vous voyez qu'en 1995 on avait une population de 950 000 habitants. Aujourd'hui, en 2017, on a plus ou moins 1,2 million d'habitants, plus 250 000 habitants sur 20 ans. C'est une question, c'est énorme. C'est ce qui explique aussi qu'il y a énormément de projets de logement qui se fabriquent aujourd'hui. Mais c'est ce qui explique aussi, avec les problèmes de mobilité, qu'il y a peu de personnes. Enfin, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a peu de personnes qui se saisissent réellement de cette question. Alors pas au niveau de l'urbanisme, mais au niveau de la qualité architecturale des logements. Et c'est là que je pense que le projet Navet est un projet intéressant, parce que dans un endroit compliqué, eh bien, on permet d'amener une réponse par rapport à cette question-là. Et donc ces 250 000 habitants, c'est en 20 ans, il y a une métaphore qu'on entend souvent, c'est comme si on avait pris la ville de Gand, qu'on l'avait mise dans Bruxelles, et qu'on avait dit, vous débrouillez-vous en termes de production de logements dans votre territoire, qui est un territoire limité. Et le fait que le territoire bruxellois est un territoire limité explique aussi que la densification, ça se passe par des superpositions de programmes, mais également par la construction d'immeubles un peu plus hauts, des immeubles tours, etc. Un autre graphe qu'on trouve vraiment intéressant et en même temps qui pose problème, c'est la quantité, le nombre de logements sociaux qui reste plus ou moins équivalent. Et vous voyez ici en rouge la demande en logement social, ou le nombre de ménages qui ont introduit des demandes par rapport au logement social. Donc on voit bien qu'il y a un gap super grand, en plus ou moins 36 000 logements, des demandes à 48 000, il y a plus ou moins 12 000 logements sociaux qui manquent actuellement en région bruxelloise. Et si je parle de ça, c'est parce que tous les projets, il n'y en a pas un projet sur lequel on travaille, où on fait du logement, sur lequel on n'a pas une opposition de front ou frontale par rapport à la construction de ces logements, que ce soit des logements publics, mais également des logements privés. Et je pense que c'est vraiment une question par rapport à laquelle on doit s'inquiéter. Il y a beaucoup de mes étudiants, je vois qu'il y a des étudiants à moi dans la salle, c'est vraiment une question dont nous, architectes, devons nous saisir, en fait. Donc faire des potagers, c'est bien, mais les amis, il y a des gens qui sont dans des logements qui sont de plus en plus petits. Il y a 2 semaines, il y avait un article dans l'Écho qui nous disait que le logement à Bruxelles devenait de plus en plus petit. Je pense que c'est vraiment une question par rapport à laquelle on doit s'inquiéter et par rapport à laquelle il faut amener des réponses. Alors on travaille, et les pouvoirs publics, la région se saisit de cette question. Donc on a
on a eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets, mais voilà, qui envisagent un peu dans des conditions parfois extrêmes, de travailler avec du logement, avec d'autres types de programmes. Et donc on a travaillé par exemple pour la STIB, et malheureusement c'est une étude qui est dans un tiroir. On a travaillé sur l'idée de construire des logements au-dessus des dépôts, parce qu'il y a réellement des opportunités foncières qui sont liées à ces grands espaces ouverts. Ici, donc, on est à le dépôt à Molenbeek, une étude qu'on a faite avec V+, à l'époque. On pense qu'il y a réellement des opportunités à densifier au-dessus de ces territoires utilitaires. Le site de Josaphat, le projet n'a pas commencé, il y a déjà une pétition de 1000 opposants au projet, alors que le site est encore comme ça, enfin un peu occupé par quelques potagistes. Et donc là, est envisagé un terrain régional de la SAU, la création de 1500 logements et la création d'un parc d'activité économique. Le site Delta, qui est un site un peu compliqué, un triangle. Donc là, on a travaillé, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur l'idée de créer une nouvelle forme urbaine à partir de programmes utilitaires dans des rez-de-chaussée d'immeubles avec du logement qui se trouve au-dessus de ces immeubles. Et donc de superposer, de créer une sorte d'urbanisme de dalle, on peut le dire, mais en imaginant un système qui se construise partie par partie, comme une sorte de puzzle qui va s'assembler. Et puis les Dames Blanches, qui est le projet qu'on termine pour le moment, en association, et beaucoup de ces projets sont faits en association avec des paysagistes, avec des gens qui font de l'économie de projet. Le projet des Dames Blanches, où là on est dans une opposition frontale avec des riverains, en partie, je les mets en partie parce qu'il y en a qui sont pour le projet, dans un quartier relativement aisé, et on va créer, où le projet qui est porté par la SLRB, avec Bruxelles Environnement, propose la création d'une extension de la Cité Jardin, entre 450 et 500 logements. Et donc ici, il y a tout un travail qui a été fait avec le paysagiste Basmet pour créer un paysage de Cité Jardin qui soit anticipé avec du préverdissement. Projet en cours, je ne vais pas trop le montrer, mais qui est un projet où on travaille sur le plan d'urbanisme d'ensemble et on développe un des immeubles à appartements à côté du Wills. Et là, il y a un travail un peu patient qui est fait par Jean-Marc, par Anthony, sur le dessin d'un plan qui ne soit pas un bête plan traversant avec des halls d'entrée, avec 15 portes, dont les portes des toilettes, les portes des salles de bain, les portes des chambres, etc., mais qui, malgré cette condition d'immeuble à gérer dans le cadre d'une promotion immobilière, voilà, soit quand même quelque chose de qualitatif. Et donc, le projet ici, il envisage non pas des traversants en tant que tels, mais des appartements d'angle, avec des espaces de services qui sont concentrés au centre. Il envisage également de pouvoir localiser les vélos à chaque niveau, et chaque appartement a des terrasses à l'extérieur, en prolongement, et qui permettent au logement d'une part d'être protégé du chemin de fer, mais en même temps d'avoir une certaine qualité, une spatialité à l'intérieur des logements. Donc ça, c'est l'immeuble qui doit encore faire l'objet d'une demande de permis d'urbanisme. Donc je vais terminer ma conférence avec l'immeuble Navet. Qui est donc un immeuble qu'on a conçu avec les amis de V+, et pour lequel, effectivement, voilà, pour lequel on a reçu le prix de l'architecture émergente. Et donc peut-être aussi dire un mot là-dessus. C'est réellement une surprise, en fait. Enfin, c'était une surprise pour nous, pour V+, de recevoir ce prix, parce que c'est un immeuble qui est quand même relativement modeste, donc c'est 5 logements sociaux, construit dans des conditions un peu particulières, assez difficiles, et le prix Miss Van der Rohe, c'est pas un prix, on ne postule pas pour ce prix, hein, donc c'est pas un prix pour lequel on a introduit une candidature, où on connaît des gens, puis on est choisi, puis un peu comme le MIPIM, je ne sais pas si vous voyez le MIPIM, chaque année on dit qu'il y a des bureaux belges qui ramènent des prix, mais ils bourrent les urnes eux-mêmes, alors c'est facile de gagner le prix, mais ici on ne peut pas bourrer les urnes nous-mêmes, et donc voilà, c'est un prix qui représente vraiment une reconnaissance de l'architecture, qui est produite à Bruxelles. Et je pense que c'est important voilà, qu'on en ait conscience, nous, Bruxellois. Hein, on entend toujours qu'il n'y a rien d'intéressant qui est fait à Bruxelles. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a des choses extrêmement intéressantes qui sont faites. Il y a énormément de projets de qualité. Les architectes bruxellois sont des architectes de qualité. Les architectures produites dans les contrats de quartier sont de qualité. Et le fait que ce prix soit octroyé à ce bâtiment
voilà, témoigne en réalité de la qualité de la production qu'on a à Bruxelles. Et personnellement, moi je suis un petit peu étonné qu'à Bruxelles on n'en soit pas plus fier, non pas du prix, mais de la qualité qu'on puisse faire, je pense de la qualité architecturale, des projets qu'on réalise à Bruxelles. Il y a des bureaux, oui, il y a V+, il y a Practice, il y a Agua, il y a des tas de gens qui font des choses intéressantes. Je pense qu'on devrait mieux avoir plus conscience de la qualité de ce qu'on fabrique nous-mêmes. Voilà, donc ce prix, c'est le bâtiment qui est projeté sur le travertin de Mies van der Rohe dans le pavillon de Barcelone. Donc on a été chercher ce prix au mois de mai. Vous reconnaissez toute l'équipe, j'y reviendrai par après, avec les femmes. Voilà, donc la maître d'ouvrage, Cécile Jodogne, qui avait reçu un petit prix, et nous avons reçu un gros prix. Et donc peut-être pour terminer sur le projet, donc c'est une parcelle qui est en fait inconstructible. Et donc le projet dit aussi qu'il n'y a aucun territoire qui est perdu pour le logement. Et à Bruxelles, on est dans nos limites de nos 19 communes, etc. On doit densifier, il faut utiliser les moindres interstices pour essayer de construire du logement, parce qu'on en a besoin, parce que les prix augmentent, parce que les gens attendent du logement. Il y a peut-être des problèmes de mobilité, mais les habitants, ils ne vont pas partir, ils vont rester, et ils vivent dans des logements de plus en plus petits. Donc faisons du logement sur toutes les parcelles possibles. Donc la demande ici, c'est un projet qui a été gagné, la commande a été gagnée dans le cadre d'un contrat de quartier, sur une parcelle un peu impossible à cet endroit-ci, appartenant à la commune de Schaerbeek, qui était occupée par deux murs pignons mitoyens, avec vaguement des panneaux de publicité de co, vantant les mérites de certains peintres schaerbécois, mais qui tombaient à l'abandon. Et donc voilà, la demande était... vous voyez le terrain, c'est quasiment un terrain impossible à construire, 5 mètres de profondeur. Et à la base, une demande qui portait sur 3 logements. Et donc on en a construit 5 dans la même économie budgétaire, avec l'idée de construire sur cette parcelle qui est en entrée de ville, comme on le voit ici, un bâtiment qui marque l'entrée, pas un bâtiment iconique ou un geste fort, etc. Non, un bâtiment simple qui marque l'entrée. Et pour ce faire, on a proposé de construire plus de logements, et des logements qui aient des hauteurs sous plafond légèrement plus hautes que les minimums requis, ce qui a permis de réaliser cet immeuble avec ces 5 appartements, sans ascenseur. Donc il y a un collègue qui nous a dit que c'est probablement l'immeuble le plus haut de Bruxelles, sans ascenseur, en tout cas en neuf. Et qui soit orienté, du coup, il est orienté nord, et donc vers le boulevard, si vous voulez, avec le paradoxe de devoir faire un immeuble passif. Et donc on a plutôt, en réalité, l'immeuble est plutôt fermé sur la rue, mais il est ouvert sur l'intérieur de l'îlot, puisque le sud se trouve plutôt à l'intérieur de l'îlot. Et donc côté rue, la façade a plutôt un caractère un peu abstrait. Et sur les façades latérales, c'est la façade principale, sur les façades latérales, plutôt un caractère vertical qui va ancrer le bâtiment dans son contexte. Et donc c'est un bâtiment très étroit et qui se joue également de porte-à-faux pour pouvoir dégager des surfaces qui sont suffisantes. Alors, ça va ou... Ok. Pour savoir si je prends un peu de temps pour le décrire ou pas. Il y a encore une vidéo. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez le duplex inversé? Non. C'est pas vraiment du duplex inversé, mais c'est comme des duplex. Alors, donc ce sont des appartements qui sont à chaque fois comme des petites maisons, c'est-à-dire qui se développent sur 2 niveaux, avec côté ouest ensoleillé, les salons, cuisine, etc. Et côté est, toutes les chambres se trouvent ici et sont superposées. On a 3 appartements en simplex, donc on a à chaque fois les cuisines de ce côté-ci, généralement on entre dedans. Et puis de l'autre côté, il y a les chambres avec des demi-niveaux et tout un jeu d'escaliers et de superposition, un petit peu comme l'escalier de Léonard de Vinci à Chambord, cet escalier à double hélice, mais voilà, qui va être la véritable colonne vertébrale de l'ensemble du projet. Et qui va parfois être une partie d'une fenêtre, parfois c'est une petite fenêtre, distribuer différents logements. Donc la cage escalier est la véritable colonne vertébrale du projet, et donc on voit ici une coupe
sur l'épaisseur de la cage d'escalier. On se rend compte également de l'étroitesse de celle-ci. Et donc on va faire une promenade un peu architecturale. La cage d'escalier, elle dessert les logements principaux et à partir du 4e étage, si je ne dis pas de bêtises, elle se transforme en escalier privatif pour les duplex aux 2 derniers niveaux. Donc quand on rentre dans la cage d'escalier, voilà, elle monte en fait comme une sorte de serpent. Elle est relativement étroite. Vous voyez que la couleur blanche, c'était... Oui, en fait, c'est simplement pour donner de la fraîcheur. À l'intérieur, avec peu de moyens, donner de la lumière à cet espace intérieur. Et donc il est éclairé aussi zénithalement au dernier niveau, par une sorte de coupole ou de cour. Et en fait, ici, on a les 2 duplex de part et d'autre. Donc la cage d'escalier est vraiment l'espace central en plan, qui va se retrouver ici, et qui va distribuer les différents niveaux. Et ici, on a un plan type avec... vous voyez, côté ouest, la cuisine, salle à manger, toilette, salon, orienté vers une cour qui, elle, est plein sud, avec pour chaque appartement une terrasse à l'extérieur ou une terrasse en duplex, et puis 3 chambres par niveau, se déployant de manière superposée. Et donc, malgré, je dirais, les conditions très compliquées en fait, de la parcelle, on a des logements qui sont relativement confortables et qui possède en fait aussi des conditions un peu de logement métropolitain. Quand on est à l'intérieur, on est réellement en rapport avec le grand paysage. On a des ouvertures qui s'ouvrent vers les infrastructures. Et du fait que le bâtiment est passif aussi, avec l'isolation thermique, qui est aussi une isolation acoustique et phonique, quand on est à l'intérieur du bâtiment, on n'entend absolument rien. En fait, il y a un calme absolu, on n'entend que la ventilation qui se mettent en route. Donc voilà, quelques images en fait des appartements. Donc ce sont des appartements sociaux. Donc les gens, voilà, les finitions sont relativement brutes. Il y a une discussion, est-ce qu'on va mettre du parquet ou du linoléum? C'est finalement du linoléum. Ça permet... Pardon, je reviens en arrière. Ça permet voilà, aux habitants d'occuper ceci. Et donc peut-être par après, on va voir une vidéo, petite vidéo qui vous permet de comprendre un peu comment ça fonctionne à l'intérieur. À l'occasion de cette vidéo, on a été sur place avec Jean-Marc, on était sur place, on a rencontré les riverains, les habitants. Il y a quand même un moment qui, moi, m'a marqué, disons, et je dis pas ça pour que vous sortiez le mouchoir et que vous ayez des larmes, mais on a un peu demandé aux gens, vous étiez où avant de venir ici? Alors, ils étaient dans des endroits... donc, entre autres, la dernière personne, la personne qui habite tout au-dessus, c'est une étudiante, elle a 17-18 ans, elle est avec sa maman et son petit frère d'origine congolaise. Le père il a été tué au Congo, ils sont venus en Belgique, ils habitaient dans un logement où ils dormaient tous dans la même pièce, près de la gare du Nord, où ils étaient à 3 sans intimité, dans 30 mètres carrés, plus ou moins, et ils ont déménagé dans cet espace-ci, c'est plus ou moins un palais. Et la fille nous a dit que grâce à ce logement, elle avait sa chambre, elle pouvait étudier, et que l'année prochaine, elle allait faire des études de médecine. Voilà, donc ça c'est ce que le logement public, le logement social permet de faire. C'est pas juste loger des gens, c'est pas juste avoir des voisins qui ont des couleurs de peau différentes, mais c'est aussi offrir une chance aux gens de s'émanciper socialement et de s'inscrire dans la société dans laquelle on vit tous en fait. Donc c'est important de faire du logement, et c'est important de se battre pour le logement social. Alors, la cour... avec les ventilations, etc. Mais vous voyez, en fait, je reviens en arrière, chaque logement a une terrasse. Les 3 premiers niveaux, ce sont des terrasses à l'extérieur du côté de la cour. Et les duplex au dernier étage, ils ont des grandes terrasses qui sont entièrement ouvertes sur le paysage. Et vous voyez bien sûr ici un peu un clin d'œil par rapport aux terrasses de Le Corbusier. Donc, sur le côté technique, moi je ne vais pas m'étendre, mais donc il y a toute une machine dans le sous-sol avec des trémies pour la ventilation double flux, le chauffage, etc. Mais donc ce dessin-ci, il vous montre en fait cette coupe à travers l'ensemble de l'immeuble. Il montre l'éclairage, le dernier niveau, il montre les terrasses, il montre en fait aussi cette place importante que prend la distribution verticale. Alors il y a le choix de la brique, donc c'est une simple brique en réalité, mais qui a été posée avec un appareillage en quinconce au niveau du rez-de-chaussée, premier étage. Et ça permet, voilà, alors à la base c'était aussi une demande de la commune d'avoir un dispositif qui empêche de faire des graffitis. Donc on a plutôt travaillé, plutôt que d'être... ça peut
simplement un produit unifuge. On a plutôt travaillé sur cette idée d'une texture de la façade pour empêcher les graffitis de se faire, parce que la façade était une façade de qualité, donc il n'y a quasiment jamais eu de graffiti sur cette façade. Et ça, c'est l'immeuble réalisé avec cette brique blanche à côté de Dox. C'est pas Dox qui a émis 20 €, c'est nous, avec nos petits 5 logements sociaux. Mais je pense que c'est un immeuble qui est important, tant au niveau urbanisme, et je reviens à cette question-là. C'est peut-être d'abord un projet d'urbanisme aussi, c'est l'idée de marquer un site particulier, et puis également l'idée de faire du logement de qualité, etc. Donc, j'ai bientôt fini, j'ai encore juste un petit film. Hop. Stop. And with the microphone, it's okay? Oui, okay, perfect. Okay. Begin again, or it was okay? Okay. Okay. Okay, so I have to say it now, and that's it? I stop. Qui a une site fin, oui. I think it's okay. Cette maison? Je sais pas. Il y a beaucoup de poussière. So, yeah, I don't have to look at her. Désolée. The northern facade, which has the small... Maman, t'as un truc à dire pour la maison, quoi? C'est juste les escaliers parce qu'elle a du mal, mais sinon tout va bien, quoi. So, I start on the staircase, huh? Okay. Mais c'est juste les escaliers, quoi, mais sinon... Bon, dis-moi un peu, toi, qu'est-ce que tu trouves bien dans cette maison? Tout est un peu parfait. C'est magnifique. Je voulais juste encore remercier les collaborateurs du bureau, et les collaboratrices. Jean-Marc Simon, Anthony Gachard, Julie qui n'est plus là mais c'est pas grave, Alain Simon, Benoît Moritz, Camille Gardien, Julia Deloffre, Simon Bidal, qui constituent le bureau à MSA. Je vous remercie. Merci Benoît pour cette belle conférence qui nous permet de reconsidérer des projets qu'on connaît mais qu'on connaît pas assez bien sans doute. Nous n'avons pas l'habitude de donner la parole au public, mais on propose de manière générale à ceux qui veulent poser des questions à le faire autour d'un verre ici dans le fumoir. Alors je veux vous proposer ça sans pour autant de ne pas vous inviter pour tout ce qui va se passer la semaine prochaine. Nous avons une conférence d'un architecte suisse, Christian Keres, mardi soir, et jeudi nous vous convions tous au vernissage d'une nouvelle exposition qui s'ouvre et qui s'intitule Jean Glibert, peintre bâtiment, où vous êtes aussi tous les bienvenus. Merci d'être venus ce soir et à bientôt.